Alors, Jonathan et moi, on a eu une chance incroyable lors des derniers 18 mois de travailler avec un groupe de travailleurs qui sont proclamés comme travailleurs professionnels précaires. Ce sont des travailleurs qui, contractuels, salariés, qui travaillent dans le secteur de l'archéologie au Québec. Euh, Trois ou quatre travailleurs sont formés un comité qui s'appelle le Comité sur la normalisation du travail en archéologie au Québec. Et ils nous ont demandé de leur proposer des solutions à leur état de précarité. On a fait ça avec beaucoup de plaisir. Mais on a aussi saisi l'opportunité de théoriser le processus organisationnel adapté à un milieu caractérisé par une forte précarité. Alors, on s'est posé une question assez ambitieuse, peut-être, qui se pose dans deux temps. D'abord, comment adapter des processus de mobilisation et de régulation informels qui sont vraiment adaptés à un milieu. Et on a suivi un processus qui est ethnographique et recherche-action pour vraiment comprendre les processus très concrets et très contextuels pour saisir les facteurs qui pourraient mener à une amélioration de leurs conditions de travail. Donc c'est une démarche très concrète et très particulière. Mais on s'est donné aussi la mission de comprendre comment généraliser de ce cas, comment tirer des leçons qui pourraient être pertinentes à d'autres cas. Dans notre première réunion avec les travailleurs, on a discuté plusieurs solutions possibles à leur situation. Voici la manière dont eux, ils ont conceptualisé ces solutions. Alors, je ne prends pas responsabilité pour la manière dont ils l'ont conceptualisé. On a parlé de syndicats, évidemment. On a parlé de former une ordre professionnelle, de transformer leur association professionnelle qui est effectivement contrôlée par les employeurs. On a parlé du régime de décret, on a parlé de la possibilité d'être impliqué ou associé à la régime de représentation collective dans l'industrie de la construction. Finalement, on a tombé sur une alternative hors labor de construire un syndicat informel, sauf qu'on n'a pas utilisé le mot syndicat parce que ça leur a fait peur. Ils ont appelé ça un processus de normalisation du travail et parfois une stratégie de régulation sociale. Alors, on a continué avec eux dans un processus de recherche-action, ce qui c'était nouveau pour nous. Il y avait un processus d'échange de connaissances. On était des conseillers, on ne prenait aucune décision, c'était la comité de travailleurs qui prenait toutes les décisions, mais on leur offrait des solutions inspirées des outils et des stratégies utilisées dans la relation de travail au Québec et aussi dans l'histoire du syndicalisme. Alors c'était un processus d'échange, un processus de bricolage. À travers cette méthode, on a pu faire des recherches incroyables parce que toutes les activités de recherche étaient à la fois une activité de recherche scientifique, mais aussi une activité de mobilisation. Voilà les méthodes de recherche. Je vais passer la parole à Jonathan pour parler du secteur et l'identité professionnelle de ces travailleurs. Oui, donc la première chose qui est ressortie de notre recherche-action, c'est que le nerf de la guerre dans n'importe quelle négociation, n'importe quel processus de normalisation des conditions de travail, c'est l'information, c'est de connaître le secteur. Et donc avec l'information un peu de folk theory des travailleurs, ce qu'on a pu mettre de l'avant, c'est une compréhension du marché de l'archéologie au Québec. Et donc, en quelques mots, en fait, l'archéologie au Québec, c'est
c'est un contexte qui est assez néolibéralisé, mais qui est à la base géré par des entités publiques. C'est-à-dire que les plus gros clients de l'archéologie au Québec, qui sont Hydro-Québec, le ministère des Transports, la Ville de Montréal et la Ville de Québec, possèdent environ 80% de la demande. Et notre compréhension, c'est que c'est la marchandisation du secteur, la néolibéralisation du secteur qui est le vecteur principal de la précarité, qui est la motivation de base des archéologues pour s'associer. En soi, ce que ça veut dire, c'est que les entités publiques, c'est elles qui distribuent les fonds qui sont nécessaires à la demande, et c'est aussi elles qui, par ce moyen-là, affaiblissent les capacités des firmes à proposer un travail qui atteint une certaine qualité scientifique, en mettant les firmes en compétition les unes avec les autres. Et c'est ce qui amène le secteur à faire plutôt de l'archéologie qui dit préventive, c'est-à-dire qu'en fait, la seule et unique fonction de l'archéologie dans ce contexte-là, c'est plutôt d'assurer une acceptabilité sociale, de donner un rubber stamping pour des constructions infrastructurelles, plutôt que de faire de l'archéologie qui est basée sur l'agrégation de connaissances et la conservation du patrimoine. La première chose qui est ressortie quand on a discuté avec les travailleurs, c'est qu'eux s'auto-qualifient de professionnels précaires, qui initialement pour nous sonnait un peu comme un terme, un oxymore en fait, étant donné que normalement un professionnel, ça aspire à être en mesure de mettre de l'avant ses connaissances avancées par une scolarité, par des capacités scientifiques, dans le but de faire avancer la science et de servir le bien public. Et normalement, les professionnels sont un peu à l'abri des conditions du marché. C'est une des conditions de base pour normalement se considérer comme un professionnel et avoir un contrôle sur le coût du travail. Et donc, dans ce cas-ci, dans le cas des archéologues, une chose qui est ressortie, c'est qu'ils sont à la fois professionnels, se considèrent professionnels, ils effectuent un travail professionnel qui leur demande d'avoir minimalement un baccalauréat. La plupart ont une maîtrise et un doctorat, ou un doctorat. Mais sont aussi précaires, c'est-à-dire qu'ils ont une très faible stabilité d'emploi ou de revenus. Ils passent d'un contrat à l'autre selon les saisons, parfois des contrats de 2 semaines pouvant aller jusqu'à 6 mois, souvent pendant l'été. Il y a évidemment très peu d'archéologie durant l'hiver au Québec. Et le contexte de bas salaire amène une certaine pression à favoriser la non-découverte scientifique. C'est-à-dire que comme le contexte d'archéologie québécoise oblige les firmes à vouloir faire le plus de fouilles possible pour aller chercher le plus de fonds possible, la découverte scientifique est un coût pour les entreprises, pour les firmes, et donc on oblige les travailleurs à plutôt se diriger vers le moins de découvertes possible, ce qui nous a amené, dans certains cas, par exemple, dans la citation qu'on voit ici, des firmes qui suggèrent de renfouir certaines découvertes, ou de délimiter en disant, nous, on a le droit de creuser jusqu'à 2 mètres. Si on commence à voir le bout de quelque chose, on ne va pas creuser plus parce que ça ne fait pas partie de notre contrat. Et c'est des choses qu'on a entendues et qui, de cette manière-là, rentrent en contradiction avec les aspirations professionnelles des travailleurs. Historiquement, dans le milieu de l'archéologie, ça a été documenté par d'autres chercheurs avant nous. Ils utilisaient plutôt une stratégie d'exit, c'est-à-dire qu'on voyait souvent après la trentaine, les gens quitter le domaine de l'archéologie. Nous, ce qu'on a pu observer et ce à quoi on a pu travailler, c'est à une stratégie qui serait plutôt de voice, de manière à ce que les travailleurs puissent aller chercher les bonnes conditions de travail. Alors, on a cherché un moyen de vous expliquer le processus d'organisation et de régulation informelle dans 5 minutes. Voici la distinction sur la gauche entre intérêt de classe des travailleurs et des employeurs. La ligne verticale représente à la fois l'intérêt privé et le bien public de ce secteur, parce que c'est un secteur parapublic professionnel. Alors, on a commencé avec un processus de table ronde
pour cueillir de l'information dans l'objectif de d'établir un contrat type avec les revendications effectivement des travailleurs par rapport au nombre de travail et aussi salaire. On a utilisé ces tables rondes pour créer une identité collective, pour créer une solidarité, un sentiment de pouvoir. L'objectif, on a réussi à rejoindre à peu près 2 tiers des travailleurs dans le secteur. Finalement, ça a donné un contrat type. Le contrat type s'est inspiré de l'Union des artistes. C'est un outil qui est utilisé dans un cas où la collection formelle, négociation collective ne marche pas. Alors, c'est un document d'à peu près 6 pages avec une vingtaine d'articles. Et l'idée, c'est d'établir un norme. Établir un norme par rapport à qu'est-ce que ça veut dire better work dans ce secteur. Il y a aussi une échelle salariale qui est connexe. L'échelle salariale, c'était construit à travers une comparaison de travail. Les membres du comité ont reçu une petite formation par mon collègue Patrice Chalette. On a réussi finalement à établir une échelle salariale avec les chiffres là. La stratégie dépendait beaucoup sur la consultation. C'est aussi le concept qu'ils utilisent. Ils ont conçu leur processus comme d'abord un processus consultatif dans 2 temps. D'abord, une consultation à l'intérieur des travailleurs et ensuite une consultation avec les employeurs. Alors, les employeurs étaient ravis qu'on a suivi un processus consultatif, consensuel. Alors, ils ont accepté d'être interviewés par leurs propres travailleurs. Et on a utilisé ces entretiens, en guillemets, pour mieux comprendre le secteur, la manière dont le système contractuel et les rapports avec les clients fonctionnaient. On a aussi utilisé ces entretiens pour établir un base commun, pour comprendre comment les intérêts des travailleurs et des employeurs étaient en concordance sur quelques enjeux. D'abord sur la qualité scientifique du travail et aussi sur le besoin de rééquilibrer les rapports de pouvoir entre les firmes et les clients. Le problème, évidemment, avec un processus uniquement de consultation, c'est que ça n'a créé pas beaucoup de pouvoir avec les employeurs. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux en commun, mais il fallait quand même construire une force de pouvoir. Alors, pour ce faire, on a misé beaucoup sur la nature publique du travail. On a joué sur la légitimité et la réputation de ces firmes parce qu'ils étaient obligés de se présenter comme des professionnels qui faisaient du bon travail. Or, on savait que ce n'était pas toujours le cas. Et on a aussi misé sur une stratégie politique en cherchant des alliés externes pour lesquels la nature du travail, la qualité de ce travail était très importante. Alors d'abord les Premières Nations, parce que c'est largement, pas uniquement, mais largement leur héritage qui est fouillé, et ils veulent que le travail soit bien fait, parce que dans le futur, les artefacts vont avoir un pouvoir politique important dans les revendications territoriales. Pour conclure, j'aimerais dire d'abord qu'il y a quand même eu une certaine normalisation des conditions de travail, même cette année, les augmentations de salaire de 10% et certaines améliorations des conditions de travail. Mais pour conclure dans une optique plus large, on est en dialogue avec les arguments de standing. On est un peu critique par rapport à son argument que la précarisation a évacué complètement le sens du travail. On est par contre d'accord avec son appel qu'il faut reconstruire les guilds, il faut reconstruire les identités professionnelles, justement comme une base de mobilisation
mais aussi de régulation. On s'est aussi demandé la question comment généraliser de ce cas. C'est un cas caractérisé par la marchandisation du travail qui aurait dû être public. Alors, c'est marketization. C'est un processus de travail qui est assez généralisé de plus en plus, notamment dans l'économie sociale. Care work, ça pourrait être une autre comparaison qu'on pourrait faire. Évidemment, le travail artistique, il y a des comparaisons à faire là aussi. Ça pourrait être aussi une question pour la discussion. Merci beaucoup.